Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de ma classe en boîte. Dans l'épisode de ce soir, c'est la première fois qu'on a deux invités, donc une petite nouveauté pour notre podcast. On a la chance d'avoir la neuropsychologue Isabelle Frigon et l'orthopédagogue Édith Boisvert-Descoteaux avec nous ce soir. Donc, on va répondre à plusieurs questions par rapport tant aux troubles d'apprentissage qu'à la collaboration interprofessionnelle de plusieurs professionnels. Puis de toutes sortes de questions en lien avec l'apprentissage, quand est-ce qu'on consulte, les diagnostics et tout. Là, on a reçu plusieurs questions de votre part. Donc, on va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut avec nos deux invités ce soir. Si vous avez des questions qui ne sont pas répondues pendant l'épisode, vous pouvez les écrire en commentaire, puis on s'assurera de les transmettre à nos deux invités par la suite. Donc, on peut commencer avec des petites présentations, donc de qui vous êtes, puis d'expliquer peut-être un petit peu vos corps de métier là, pour que les gens puissent bien distinguer la différence entre vous deux. Bonjour, mon nom à moi, c'est Isabelle Frigon. Je suis neuropsychologue au CENAM, qui se trouve être une clinique multidisciplinaire située à Trois-Rivières. Je suis avec ma collègue, le copropriétaire de la clinique. Comme neuropsychologue, je travaille en fait principalement dans des mandats d'évaluation. Puis l'objectif de la neuropsychologie, c'est souvent de comprendre le lien entre le cerveau et le comportement. Bonjour. Moi, je me présente Édith Boisvert-Descoteaux, orthopédagogue. Je suis aussi copropriétaire de la clinique du CENAM. Puis, dans le fond, mon mandat premier, c'est de l'intervention auprès des jeunes, autant du primaire, secondaire, cégep, université, de les soutenir dans leurs apprentissages scolaires, que ce soit au niveau de la lecture, de l'écriture, des mathématiques ou de l'organisation, là, selon les besoins. Merci. Puis, on se fait souvent demander, est-ce que c'est seulement les enfants ou adolescents là, qui vont avoir vraiment des troubles d'apprentissage diagnostiqués qui peuvent consulter un orthopédagogue ou ça peut arriver que ça soit seulement quelqu'un qui a des difficultés passagères là, qui irait te consulter? On n'a pas besoin d'avoir un trouble justement pour avoir de l'accompagnement en orthopédagogie. On peut avoir un retard ou une certaine difficulté précise, que ce soit dès la maternelle ou justement au courant du processus scolaire, là, que ce soit au primaire, secondaire, puis comme j'ai mentionné, le cégep, même à l'université, selon les besoins au niveau de l'intervention là, puis de l'intensification. C'est bien de le dire. Là, souvent, les parents ont comme en tête que toutes les mesures et tout, rendues au cégep ou à l'université, ça s'arrête, puis que là, peu importe les difficultés, ça fonctionne de la même façon pour tout le monde. Là. Donc, si vous avez des difficultés, il y a moyen d'avoir de l'aide à tous les niveaux scolaires, là, même si c'est à l'université, à la maîtrise, au doctorat, on en voit toujours. Si on parle peut-être justement de ces problématiques d'apprentissage-là, beaucoup de questions énormément, là, nous qui nous arrivent de parents ou qui nous disent est-ce que votre matériel est adapté et tout. Comment on pourrait là, expliquer les principaux troubles d'apprentissage? Qu'est-ce que c'est? Donc, peut-être dyslexie, dysorthographie, tout ça, là, qui sont les principaux. Puis Isabelle aussi, si jamais il y a des compléments à ajouter, peut répondre. Je laisserai justement Isabelle expliquer au départ Okay, là, un peu la définition, puis après, on va se compléter dans le processus. Dans le fond, à la base, la dyslexie, dysorthographie, c'est le trouble de la lecture et de l'écriture. Donc, dyslexie normalement associée à la lecture, alors que dysorthographie, généralement associée au processus d'écriture. C'est une condition où les deux troubles viennent de pair, c'est-à-dire que quand on est dyslexique, on est aussi dysorthographique. Donc, la dyslexie, comme c'est un trouble de lecture, ça va toucher, dans le fond, la capacité de l'enfant à décoder en lecture. Ça va affecter aussi la compréhension de lecture parce qu'évidemment, s'il y a de la difficulté à décoder les mots à l'écrit, nécessairement, ça va avoir un impact sur sa compréhension. Et puis, par conséquent, aussi, les processus d'écriture vont être atteints, c'est-à-dire que l'enfant va avoir de la difficulté à apprendre à écrire sans faire de fautes. Puis on parle ici là, de fautes à l'intérieur même du lexique, c'est-à-dire ça peut être un enfant qui a envie de mettre 2T à bateau, par exemple, ou à écrire maison, M-A-I-Z-O-N. On parle là, évidemment d'erreurs aussi plus complexes là, au fur et à mesure que l'enfant grandit, mais au niveau de l'orthographe même du mot, là, l'enfant a de la difficulté à s'y retrouver, puis à se souvenir aussi d'une fois à l'autre du bon orthographe du mot. Parfait. Merci. Puis, oui, vas-y. J'allais dire aussi, évidemment, moins connu. Il y a le trouble des mathématiques qu'on appelle aussi la dyscalculie. C'est un trouble qui est quand même moins fréquent puis qui est souvent associé à d'autres conditions. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement du trouble du calcul, là, c'est que c'est un trouble souvent qui va affecter le sens des nombres, c'est-à-dire que l'enfant a de la difficulté à bien saisir les différentes notions là, requises pour comprendre les mathématiques. Mais il faut savoir aussi qu'évidemment, quand on a de la difficulté aussi en lecture et en écriture, nécessairement,
les difficultés de lecture et les difficultés de compréhension vont avoir un impact sur les mathématiques. Donc, sans avoir de troubles nécessairement associés, là, souvent, les résultats en mathématiques vont être plus faibles quand on a des troubles de lecture et d'écriture. Et dans les autres matières aussi, j'ajouterais même là, dès qu'il y a de la Oui. compréhension. Donc, Ouais. souvent, des parents qui vont dire « Mon enfant, on dirait qu'il y a de la misère dans tout, ça va pas bien. » Des fois, c'est une problématique de lecture. C'est sûr que l'enfant qui comprend pas les questions en sciences ou en histoire pourra pas être bon en sciences ou en histoire là, si le problème est au niveau de la lecture. Donc, merci. Ça serait ça les trois principaux. Est-ce que c'est les plus fréquents aussi chez les enfants, ces trois-là? Oui. Faut savoir aussi qu'ils viennent souvent en combinaison avec le trouble du déficit de l'attention, qui n'est pas un trouble d'apprentissage en soi, mais plus un trouble neurodéveloppemental. Mais il faut savoir que le jeune qui a un trouble du déficit de l'attention a statistiquement plus de chances d'avoir aussi des troubles d'apprentissage associés. Edith, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Dans le fond, on parle, oui, d'enfants, mais on peut aussi parler de jeunes adultes ou d'adolescents. Dans le fond, des fois, les manifestations sont très, très claires dès le deuxième cycle du primaire, même au tout début de l'apprentissage, on voit que c'est plus difficile, puis ça va persister dans le temps, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on a besoin d'aller clarifier pourquoi c'est autant difficile. Mais des fois, ça se manifeste, la surcharge qu'on appelle cognitive, là, dans le fond, la fatigue, puis les difficultés marquées sont davantage au niveau du secondaire ou même du cégep. Fait que nous, c'est quand même courant à la clinique là, d'évaluer des jeunes qui ne sont pas nécessairement au primaire, mais qui sont au secondaire ou au cégep, même à l'âge adulte, là, quand ça devient, que ça a un impact dans le quotidien de l'individu, là. Parfait. Puis, on avait aussi beaucoup là, de parents qui nous disaient, par exemple, que leur enfant avait reçu des diagnostics, puis qui disaient, mais pourtant, il y a des bons résultats à l'école. Est-ce qu'on peut démystifier ça un petit peu, que ça existe, là, des gens qui s'en sortent très bien malgré certains troubles d'apprentissage? Effectivement, quand on parle du bulletin scolaire, on peut voir que le bulletin, la note du bulletin, bien, quand on parle, exemple, de l'écriture, un pourcentage en écriture, bien, il y a 5 composantes de la compétence écrire à l'école. On parle de l'orthographe qui vaut un 20 en soi de l'ensemble de la note d'écriture. Puis comme on a nommé, exemple, la dysorthographie, bien, c'est cette zone-là qui est atteinte. Par la suite, on parle de la structure de phrase, la cohérence des idées, l'émergence, le vocabulaire. Est-ce qu'on a été adapté à la situation de l'écriture? Fait que des fois, la note, elle peut être de passage, elle peut être même très bonne, même des 80, mais la zone de l'orthographe lexicale est atteinte. Fait que ça ne veut pas dire qu'un enfant qui a des troubles d'apprentissage est nécessairement en échec. Un enfant peut être en réussite, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a travaillé très, très, très fort pour pouvoir y parvenir. Puis, au même titre qu'en lecture, dans le fond, quand le décodage est atteint, ça veut dire que la capacité à bien reconnaître les mots, puis à lire de façon fluide, avec intonation, avec énergie, ça affecte la compréhension. Mais pour certains jeunes, le décodage va très, très, très bien, mais finalement, la compréhension est atteinte tout dépendamment. Fait qu'il y a des profils, il n'y a pas un cas précis, mais effectivement, selon ce qui est évalué, c'est pas nécessairement ce qui est ciblé quand on a un trouble spécifique, la lecture et l'écriture. Puis j'ajouterais à ça aussi que quand l'enfant a des bonnes compétences cognitives par ailleurs, c'est-à-dire un enfant qui est intelligent, qui a des super bonnes connaissances générales, qui a des très, très bonnes capacités au niveau du langage oral, bien, c'est toutes des forces qui vont l'aider aussi à compenser pour ses limites au niveau de la compréhension de lecture. Fait qu'à certains moments dans sa scolarisation, la problématique en lecture pourrait ne pas tant paraître au bulletin parce que dans l'ensemble, c'est un enfant qui compense. Mais souvent, il faut quand même avoir en tête justement les efforts que doit déployer cet enfant-là pour atteindre le seuil de réussite. Parce que, par exemple, si c'est un lecteur lent, bien évidemment, ça va y prendre 2 fois plus de temps que d'autres, peut-être, pour parvenir à terminer son examen, à terminer sa copie. Fait que s'ensuit quand même une certaine forme d'épuisement qui, elle, va bien refléter la charge cognitive que ça exige pour l'enfant, mais ça ne veut pas dire que ça va se répercuter nécessairement si clairement que ça sur le bulletin. Est-ce qu'il y en a de plus en plus des cas diagnostiqués? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de cas ou parce qu'il y a plus de diagnostics, de faits? Comment vous voyez ça, tout cet aspect-là de... En fait, actuellement, les recherches, ouais, on dirait qu'il y en a plus qu'avant. Les recherches actuelles ne tendent pas nécessairement à documenter qu'il y a plus de jeunes atteints de troubles d'apprentissage qu'avant.
Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup plus de diagnostics qu'avant parce que c'est des problématiques que l'on connaît mieux. Puis, dorénavant, on a aussi davantage de professionnels qui sont aiguillés pour les identifier. Tu sais, je vais parler pour la neuropsychologie, là, c'est une discipline qui est relativement récente. Il n'y avait pas de neuropsychologue il y a 60 ans qui travaillaient, donc forcément, même si les gens présentaient des troubles d'apprentissage, présentaient des défis, autant en lecture, en écriture qu'en mathématiques, reste que ces troubles-là n'étaient pas diagnostiqués. Mais aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, certainement qu'il y a plus de diagnostics, puis on est beaucoup plus aiguillé aussi dans les écoles pour identifier les jeunes qui ont des défis particuliers. Puis, est-ce que la façon d'enseigner peut nuire au développement? Tantôt, quand tu disais que, créer bateau 2T, est-ce que avec les méthodes, en fait, je ne sais pas si ça est encore comme ça au niveau du primaire là, pour l'enseignement, mais apprendre à écrire au son, est-ce que c'est encore enseigné dans les écoles? Parce que moi, on a eu déjà des discussions, moi et Marika, là-dessus. Moi, je trouve ça un peu incohérent, là, cette façon de penser-là, de faire des fautes à l'enfant pour après ça lui montrer comment pas en faire. Donc, si je peux me permettre, dans le fond, la recherche démontre qu'il y a plein d'approches qui sont maintenant gagnantes là, en termes d'enseignement de la lecture. Puis quand on parle d'enseignement, il y a aussi les prérequis qu'on veut mettre en place dès le préscolaire, là, que ce soit maternelle 4 ans, 5 ans, qui sont les bases pour apprendre à lire et à écrire. L'écriture rapprochée ou toute autre approche, dans le fond, l'objectif, c'est de s'assurer que tous les sons entendus sont reproduits, mais par la suite, on soit exposé aux mots bien écrits. Comme dans toutes les sphères, il peut y avoir des fois des approches. Quand on la lit textuellement ou au niveau de la recherche, elle est très bonne. La façon qu'elle est enseignée, peut-être qu'il peut avoir place à l'amélioration, mais de façon générale, dans le fond, au niveau de l'enseignement, le cursus scolaire fait en sorte qu'ils vont mettre en place les bonnes pratiques pour justement qu'on soit exposé à un enseignement de qualité. Parce que justement, l'enfant qui présente un trouble doit avoir appris avant. Puis, pour avoir appris, bien, il doit avoir été exposé à un enseignement de qualité avec un certain nombre de temps pour s'assurer d'avoir eu toutes les bases possibles pour apprendre. Puis après, c'est quand on remarque que même si toutes les bases possibles pour apprendre ont été mises en place, il y a un retard qui s'accumule, puis il n'y a pas on a de la difficulté à reprendre ce retard-là. Puis quand ça persiste dans le temps, c'est là qu'on peut avoir des manifestations qui peuvent nous dire, bien, peut-être que c'est un trouble d'apprentissage. C'est ça qu'on va avoir en tête. Mais avant, on va expérimenter la rééducation qu'on appelle. On va aller s'entraîner, on va aller le faire de façon quotidienne pour venir soutenir parce que c'est pas juste une façon d'enseigner qui va venir nuire, mais davantage, c'est un trouble, dans le fond, neurologique, là, neuropsychologique. Puis j'ajouterais aussi avec le côté plus enseignant que c'est ça, tu sais, en maternelle, tout ça, les enfants vont commencer à écrire. Ils ne savent pas encore comment, mais ils vont s'essayer. Bien, c'est d'avoir un bon suivi, justement, un enseignement de qualité, une bonne approche, de revenir là-dessus, de voir, OK, bravo, tu as écrit, bien, il manque des sons, on va redire le mot et tout. C'est sûr que si l'enfant écrit, on met ça dans le tiroir. Et là, peut-être qu'à long terme, à ce moment-là, l'enfant n'aura pas de retour, de feedback là-dessus. Donc, c'est vraiment d'encadrer l'enfant là, qui commence à écrire pour que ça se passe bien et non juste il écrit puis on ne regarde jamais puis il continue à faire ses efforts. Là, je pense qu'Isabelle allait parler. Oui, bien, ce que j'allais ajouter, c'est que nous autres, souvent, quand on remet des résultats aux parents, ce qu'on va leur suggérer, c'est que quand ils travaillent les mots vocabulaire avec l'enfant, à ce moment-là, on va leur suggérer d'inciter l'enfant à copier le mot dans un premier temps pour s'assurer justement qu'il est exposé au bon orthographe du mot. Parce que si le parent demande à l'enfant d'épeler ou d'écrire de mémoire le mot maison, par exemple, puis que l'enfant ne sait pas du tout comment orthographier ce mot-là, à partir du moment où il prend des risques, puis qu'on dit à l'enfant, ben non, tu t'es trompé, c'est pas ça, essaie autre chose, là, l'enfant prend un nouveau risque, fait une deuxième erreur, fait une troisième erreur, puis là, on finit par lui dire que maison s'appelle M-A-I-S-O-N. Bien là, le risque qu'on court, c'est que si l'enfant l'a orthographié de 3 façons différentes, erronées, dans un premier temps, bien, c'est laquelle de ces façons-là qui va s'intégrer dans sa mémoire à long terme? Bien, c'est là où je dis qu'on prend un risque. C'est qu'il y a une chance sur 4 que ce soit le bon orthographe du mot maison qui soit intégré dans sa mémoire à long terme. Fait qu'à l'inverse, plus l'enfant va être confronté à la bonne image du mot rapidement, plus il y a de chances que ce soit cette image-là du mot qui s'intègre dans sa mémoire.
Oui, exactement. Puis beaucoup, on parle, nous, des mots étiquettes aussi, donc d'avoir les mots écrits puis de les montrer à l'enfant pour qu'il les voit. Puis c'est sûr que épeler, ben ça va venir après. L'enfant l'a vu, l'enfant l'a copié. OK, oups, on peut le faire épeler, on peut faire une dictée et tout, mais c'est ça, c'est de suivre un ordre puis d'y aller pour que l'enfant ait déjà vu le mot, là. C'est sûr que si on dit, bon, OK, les listes de mots de la semaine, vas-y, appelle-moi ça, l'enfant les a jamais vus. Peut-être que là, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Puis on va penser que l'enfant n'est pas capable d'écrire alors que c'est juste dans la méthode, là, justement, Edith avait dit, c'est sûr qu'un enfant doit avoir appris avant de pouvoir se faire évaluer. Là. Donc, un enfant de 4 ans, s'il fait une évaluation, c'est clair qu'il ne sait pas lire parce qu'il est trop jeune. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut faire des évaluations ou c'est plus en fonction des compétences qui ont été acquises? En termes d'âge, dans le fond, ben, c'est sûr que lorsqu'on parle de troubles d'apprentissage, lecture Oui. et écriture, ben, on va s'assurer qu'il y a exemple, une première année, une deuxième année de compléter, un enseignement de qualité justement reçu. Par la suite, c'est vers le début du deuxième cycle du primaire où qu'on pourrait avoir un regard critique pour qu'il y ait un retard en lien avec l'apprentissage, la lecture et l'écriture. Fait que dans le fond, souvent, on est vers le deuxième cycle là, du primaire où on peut avoir un regard qui est plus juste. Parce que Parce c'est à ce qu'au moment-là qu'on... préalable, on est mieux d'être en mode en entraînement. Là. Oui, exact. C'est que la différence entre le retard et le trouble, c'est que le retard peut être momentané, peut dépendre de différents facteurs, dont des facteurs affectifs. Mais en contrepartie, le trouble, lui, est une condition permanente. Fait qu'avant de statuer en faveur d'un trouble, faut s'assurer que le retard est persistant puis qu'il est aussi résistant au fait que l'enfant a reçu des suivis, que l'enfant a été rééduqué, que l'enfant a bénéficié d'un enseignement adéquat, de qualité, qu'il n'a pas vécu une scolarisation chaotique. Fait que c'est vraiment tous ces facteurs-là qui doivent être pris en compte. Fait qu'au bout d'un certain temps, comme Edith le disait, deuxième cycle du primaire, quand les difficultés persistent, s'amplifient, là, on peut être en train aussi de distinguer le retard du trouble, puis on peut être en train d'évaluer pour statuer en faveur d'une condition permanente, donc d'un trouble s'il y a lieu. Est-ce qu'un enfant qui aurait des retards là, pour une raison X en lecture et en écriture pendant une longue période de temps, est-ce qu'il n'est jamais trop tard ou à un moment donné, l'enfant va toujours avoir des difficultés là, parce que ça a été trop long avant d'apprendre correctement à lire ou au contraire, si on l'encadre bien, ça peut se rattraper puis il peut rattraper les autres enfants de son niveau scolaire? Moi, je considère qu'il n'est jamais trop tard. Là. Okay. On peut toujours réapprendre. Notre cerveau a la capacité justement de créer des nouveaux liens, de trouver des nouveaux chemins pour pouvoir découvrir des nouvelles stratégies, réinvestir. Fait que dans le fond, peu importe l'âge, on ne peut pas se dire qu'il est trop tard, on peut toujours trouver une solution. Puis aussi, en lien avec, pour soutenir dans le fond l'écriture et la lecture, on a aussi des logiciels technologiques qui peuvent venir compenser cette capacité-là, dans le fond, à décoder. Ça s'appelle une synthèse vocale. Fait que dans le fond, on peut utiliser une synthèse vocale pour nous aider à venir pallier, pour avoir accès à la compréhension. Puis de cette façon-là, souvent, c'est très visuel aussi, fait qu'on est en mode rééducation, comme on a nommé tantôt, en lien avec la mémoire de travail et la mémoire à long terme. En surbrillance, dans le fond, on peut voir un texte qui est en surbrillance, puis qui suit, dans le fond, le lecteur. Fait qu'on entend très bien les mots lus, on les reconnaît aussi, fait que c'est une forme d'entraînement pour la reconnaissance rapide des mots. Au même titre que l'écriture, dans le fond, on peut avoir un prédicteur de mots, ça veut dire qu'on est exposé à des choix de mots réels, des choix de mots qui existent pour vrai, qu'on peut sélectionner, puis des fois, selon les différents logiciels, des fois, il y a des images qui viennent appuyer, dans le fond, le bon choix de mots. Fait que dans le fond, on est toujours en train de faire des choix selon, mais moi, je crois que tel mot peut s'écrire de telle façon et ressemble à tel autre mot de même famille. Alors, je peux faire vraiment des liens avec mes connaissances générales, puis par la suite entendre ma phrase que j'ai écrite selon la situation. Fait qu'il existe des logiciels qui peuvent vraiment venir pallier les difficultés, puis donner accès à l'objectif de lire pour comprendre, puis écrire pour communiquer, là, qui sont les bases. Là. Qui sont des logiciels là, permis justement pour les enfants, adolescents et tout, là, qui ont des diagnostics à l'école. Donc, on en voit beaucoup. Là, puis il y a aussi le fait d'avoir plus de temps, d'avoir l'ordinateur et tout, et qui peuvent continuer là, jusqu'aux études supérieures. On avait des parents d'école à la maison, justement, qui nous disaient « Ah, mais je ne veux pas trop utiliser ça. Si jamais mon enfant retourne à l'école, ben non, à l'école aussi, là, il va avoir le droit à ça si jamais l'enfant a un diagnostic. Donc, inquiétez-vous pas. Si vous êtes bien encadré, c'est sûr. De savoir qu'est-ce qui est permis puis de comment bien les utiliser aussi. Là, c'est sûr que si on garoche l'enfant avec ça, peut-être que ça ne l'aidera pas s'il ne sait pas comment s'en servir.
mais c'est permis aussi là, dans toutes les écoles avec un plan d'intervention. Forcément. Puis, tu sais, l'analogie qu'on fait souvent, nous, avec nos clients, c'est l'analogie aux lunettes. Tu sais, l'ordinateur, pour un dyslexique, devient comme une paire de lunettes pour une personne qui a des difficultés à voir de loin, là. Fait que ça serait très injuste de ne pas me donner le droit d'utiliser mes lunettes si je conduis. Donc, c'est exactement le même principe pour le jeune en difficulté d'apprentissage. Fait que c'est pour ça qu'il va avoir droit non seulement à son ordinateur, mais également qu'il va avoir accès à ces logiciels-là, y compris pour les examens du ministère. Exactement. Puis la petite nuance de ça doit être dans un plan d'intervention, effectivement, au niveau du ministère de l'Éducation, c'est ça qui est important. C'est quand ça répond à un besoin, puis qu'il y a eu accompagnement, puis qu'on voit une plus-value à l'utilisation, parce que certains cas, des fois, qu'il n'y a pas nécessairement une plus-value, mais qu'on peut voir que c'est utile, puis que c'est bénéfique. Alors, le jeune peut l'utiliser, puis continuer à progresser dans son apprentissage. Et comme on disait tantôt, même s'il y a déjà des bonnes notes, là, ça arrive souvent que des parents vont dire ben il n'y a pas besoin de ça, il y a déjà dans les 90, mais comme Isabelle l'a dit, il force tellement plus que les autres pour avoir son 90 là, qu'il a le droit d'avoir quand même ces outils. Là, puis en consultant, vous allez pouvoir être informé de tout ça. Oui, puis en même temps, on va être attentif aux besoins de l'enfant. Fait que si, par exemple, le texte est court, puis l'enfant compense bien pour ses difficultés de lecture, peut-être que l'enfant, lui, manifestera pas le besoin d'utiliser son logiciel pour un texte court. Puis à ce moment-là aussi, le milieu scolaire est très attentif aux besoins du jeune. En contrepartie, s'il fait face à un texte long ou à un examen pour lequel il risque d'avoir plus de difficultés, ou l'examen est plus long, puis il a peur de manquer de temps, bien là, oui, l'utilisation des outils va devenir nécessaire, là. Fait que on est attentif. Bien, dans le milieu scolaire, ils sont attentifs aux besoins de l'enfant, ils sont attentifs aussi là, au contexte dans lequel les défis surviennent. J'avais la discussion avec Claudia il y a quand même longtemps par rapport à ça. Là. On se disait, bon, OK, l'ordinateur va venir aider l'enfant et tout. Jusqu'à un certain point, il faut quand même que l'enfant apprenne à être capable de tenir son crayon puis d'écrire. Là. Donc, est-ce que dans une certaine mesure, on va pousser quand même à apprendre à écrire avec le crayon, mais dans d'autres cas, on va le laisser écrire? Là. Comment on peut gérer ça pour qu'il soit quand même capable de se débrouiller avec un crayon dans sa vie, là, qui est un acquis quand même à avoir? Bien, il y avait la réponse dans ta question. C'est-à-dire que justement, on va vouloir viser à ce que l'enfant soit autonome au niveau du geste d'écriture. Tu sais. Il faut que l'enfant soit capable de se dépanner, de se débrouiller. Il veut écrire un petit mot à son parent, tu sais, il veut se faire un aide-mémoire. Il faut qu'il soit autonome au niveau du geste d'écriture suffisamment pour être fonctionnel, mais c'est tout. L'idée, c'est qu'il soit fonctionnel, pas qu'il soit productif. Et à partir du moment où on a besoin qu'il produise, bien là, on va l'orienter vers l'ordinateur. Il faut toujours garder en tête un peu c'est quoi l'objectif qu'on vise par le comportement qui est en train de se produire. T'sais. Si, par exemple, on est en train d'étudier avec notre jeune ces mots de vocabulaire, puis qu'il n'a pas envie de les écrire à la main parce qu'il trouve ça difficile, puis il trouve ça forçant, puis qu'il voudrait les écrire sur un iPad, par exemple, mais pourquoi pas? Parce que là, l'objectif qu'on vise par l'activité qu'on est en train de faire avec notre jeune, c'est de vérifier l'orthographe du mot. On n'est pas en train de mesurer sa calligraphie. Je pense que le parent peut faire des choix en fonction justement de qu'est-ce qu'il souhaite travailler avec son enfant, puis c'est du cas par cas. Puis surtout pour ceux, là, je prends l'autre côté qui serait en école à la maison, mais justement, on n'a pas de contrainte de temps. On n'a pas la contrainte justement là, de ben toutes les autres ont fini, il faudrait que ça aille plus vite. L'enfant peut vraiment prendre plus son temps. Donc, vous avez plus de possibilités aussi là, pour utiliser des mesures d'adaptation ou de dire ah ben là, on a plus de temps, on va prendre le temps d'écrire pour cette activité, mais l'autre activité, on va le faire à l'ordinateur quand même parce que là, à un moment donné, c'est ça, charge cognitive élevée, mais de le voir là, différemment que dans le milieu scolaire où c'est sûr qu'on a quand même certaines contraintes de temps, puis c'est pas le fun non plus pour l'enfant si ça y prend toute la journée faire son activité puis les autres amis font d'autres choses, là, même si plus de temps va être permis, mais il y a quand même des limites à atteindre. Il faut garder en tête la motivation et la mobilisation du jeune parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est pas créer une surcharge cognitive puis pas créer une fatigue qui pourrait être évitée là, justement selon l'objectif qui est visé par l'activité en cours. Puis, si on prend l'autre exemple, là, beaucoup de parents qui disent ben moi, c'est plus difficile la lecture, je vais lui lire les questions quand on est dans d'autres matières qu'en français. Est-ce que c'est une bonne pratique à adopter? Tout à fait. Dans le fond, quand on a la possibilité que quelqu'un fasse la synthèse vocale, justement, fasse la voix, bien, on est davantage disponible pour comprendre. Si notre objectif, c'est de comprendre et non de décoder, oui, il n'y a aucun problème. Puis même au même titre que si on va plus loin en disant, bien, il y a un roman qui l'intéresse, il se sent fatigué, on va lire à deux. Ou le parent va lire au complet, dans le fond, la lecture, puis l'enfant va écouter, puis on va
échanger. On va échanger sur qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce qui arrive dans l'histoire. On va s'assurer de la compréhension et non du décodage. Puis c'est aussi pertinent dès le jeune âge là, comme pratique. Là. Claudia sourit. Hey, tu vois, On voit. c'est arrivé récemment dans les boîtes. Il y avait eu mon plus vieux a eu un livre qui était un peu trop. J'en ai discuté après ça avec Marika. Je pense qu'il était un peu classé, un peu trop vieux pour lui. Pour lui, C'était vraiment des proses, c'était très poétique. Tout ça, puis je l'ai lu, tu sais, puis c'est ça, j'ai expliqué c'était quoi. Puis j'essayais de lui faire montrer l'imagerie qu'on voit, qu'on voyait par les mots qui étaient écrits. Là. Donc, ouais, je pense que ça a été très utile. Là. Il a Puis bien on a aussi, par rapport aux boîtes de livres, justement, là, d'expliquer aux parents que ben, c'est correct de redescendre à un niveau de lecture plus bas, même si sur le livre, c'est écrit, ben, à l'âge de votre enfant, il devrait lire ça, mais s'il n'est pas capable, on va aller à plus bas. Là. C'est pas mieux si c'est trop difficile pour lui. On recommence avec des bases solides, lire une petite histoire. Là. C'est ça, justement, que tu disais qu'il avait fait avec l'activité de bande dessinée. Oui, ouais, ben, puis Oui, même, tu sais, je l'ai déjà dit aussi souvent, tu sais, mon plus vieux avait beaucoup de difficultés de lecture qui n'avaient pas été vues vraiment par l'école. En fait, il me disait qu'il était un très bon lecteur, mais quand je me suis rendu compte son niveau de lecture était vraiment pas bon, je l'ai réentrepris, j'ai reparti vraiment avec des lectures de premier niveau, là. Il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça, mais aujourd'hui, il me dit merci parce que là, on a recommencé vraiment avec des petites histoires qu'il trouvait très bébé. Hein. Il n'aimait pas ça du tout. Puis on a remonté les niveaux de lecture, puis là, il est capable de lire des romans. Et puis, il a vraiment le C'est sûr qu'il contact. faut ben, toujours avoir l'intérêt aussi puis la c'est motivation. ça. Fait que, exemple, dans un cas, peu importe l'âge, l'exemple qu'on se dit à un enfant de 10 ans que son niveau de décodage est très en difficulté, on pourrait quand même choisir un livre qui l'intéresse, puis nous, en tant que parents, le lire avec notre enfant pour qu'il ait de l'intérêt, puis que ça soit avec ce que les jeunes de son âge sont en train de lire en ce moment pour qu'il soit aussi à l'affût là, de ces romans-là ou ces bandes dessinées-là. Mais en même temps, effectivement, il faut trouver un livre adapté à sa pointure qu'on dit justement pour que ça soit accessible puis qu'il vive une réussite puis qu'on puisse être capable de lire un livre au complet. Peu importe la grosseur du livre, on a réussi puis on évolue dans le processus. Là. Ah, moi, je suis parfaitement d'accord avec ça, là, parce que lire avec les enfants, là, c'est la meilleure chose que je peux donner comme conseil aux parents. Là. Je On fais en parle ça, souvent, on dirait qu'à chaque on en épisode, parle on revient souvent, là-dessus, mais oui, moi, c'est important. toute la lecture, ou presque, se fait à voix haute avec les enfants. Je m'assois à côté d'eux, puis des fois, je fais ça, là, on partage, on lit je lis un bout, il lit un bout. Puis c'est ça. Et puis moi, quand je lis mon bout, ben, j'en profite pour accentuer les accents, puis pour prendre les voix des personnages des fois pour montrer un peu de vie dans la lecture. Mais c'est ça, c'est un. Il faut que les parents fassent ça avec leurs enfants. Là. Ça va éviter beaucoup de problèmes, je pense, de lecture. C'est au quotidien. Il faut le faire au quotidien. C'est aussi pour donner le goût de lire, puis que ça peut être accessible, puis ça peut être agréable. Puis c'est un moment au plan affectif, c'est super là, comme lien affectif avec notre enfant de pouvoir offrir ce moment-là qui est de qualité puis qui est beau. Fait autant que justement l'enfant peut lire aux parents pour dire ben oui, moi je reconnais tel mot, mais on va aller compenser. Fait que dans le fond, c'est un travail d'équipe, puis c'est montrer qu'on est là pour les soutenir. Dans le fond, cette partie-là aussi du parent est tellement importante dans le rôle, peu importe qu'on ait un trouble d'apprentissage ou une difficulté à l'école, c'est important que l'enfant se sente soutenu par ses parents, puis sente qu'on fait équipe là, avec eux. C'est exact, puis que l'enfant n'a pas l'impression que, ben OK, va faire ta période de lecture dans ta chambre, puis que c'est presque une punition d'aller lire. Si c'est un beau moment en famille, ça rend toujours ça plus le fun de vouloir faire comme les parents, d'être capable de lire eux aussi, d'en parler. Là, il y a plein d'activités de lecture à faire en groupe quand c'est possible. Ouais. Donc, on a beaucoup parlé là, justement de difficultés en lecture, écriture, les adaptations. Qu'est-ce qu'on aurait plus côté mathématique comme adaptation là, pour un enfant, justement, pour qui la notion des chiffres, la notion de croissant, décroissant, tout ça, là, ça ne rentre pas parce qu'il y a des difficultés d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Selon Yes. l'âge, si tu me permets, Isabelle, selon Bien l'âge sûr. de l'enfant, des fois, on peut créer des aides-mémoires. Des fois, on peut offrir un aide-mémoire pour se rappeler justement d'un concept précis, mais on peut aussi encourager l'enfant à construire son aide-mémoire pour voir sa compréhension dans le fond du concept et s'y référer au quotidien.
Parce qu'une fois qu'on construit un aide-mémoire, c'est de se dire, bien, quand j'en ai besoin, je vais aussi l'utiliser, ou si je ne sais pas quand est-ce que j'en ai besoin, je peux avoir des rappels pour savoir, ah, peut-être que j'ai un aide-mémoire, je vais aller voir, peut-être que je peux trouver un point pour faire des liens cognitifs là, en lien avec les différents concepts. Ça peut être une possibilité. C'est vraiment du cas par cas selon le besoin. Parce qu'en mathématiques, dans le fond, au niveau du sens du nombre, c'est sûr que tout l'apprentissage, puis que ce soit de la manipulation, que ce soit de la représentation, que ce soit de dire, de nommer, de pointer, ça dépend à où la difficulté là, pour l'enfant. Oui, ce que j'allais dire de mon côté, c'est que de façon générale, c'est sûr qu'il n'y a pas en mathématiques autant de mesures d'adaptation qu'il y en aurait évidemment en lecture et en écriture. C'est sûr qu'on est plus limité. Les aides-mémoires vont aider beaucoup. C'est sûr que si on recule en début de scolarisation, bien, tout ce qui est justement manipulation, comme Edith l'a nommé, va être évidemment à mettre de l'avant. Tu sais, amener l'enfant à manipuler des objets, donc manipuler des quantités. Fait que, tu sais, faut vraiment revenir à quelque chose de concret pour que ça puisse faire du sens pour l'enfant. Moi, j'encourage toujours beaucoup les parents à cuisiner avec le jeune. Tu sais, quand le jeune arrive vers le 2e, 3e cycle du primaire, puis que là, il apprend les fractions, mais il n'y a rien comme cuisiner avec l'enfant pour lui faire apprendre concrètement qu'est-ce qu'une fraction. Tu sais, il peut couper la tarte, couper les poignes de pizza. Tu sais, là, on est dans quelque chose de très, très concret qui va aider à se faire une représentation, tu sais, des mentales, des fractions éventuellement. Sinon, ben, c'est sûr que quand les mathématiques constituent un défi en soi, ben, on va essayer un peu d'éviter les surcharges. Donc, entre autres, si l'enfant est incapable d'apprendre ses tables arithmétiques, donc apprendre ses multiplications, si c'est vraiment un défi pour lui, ben, le fait soit de lui donner un aide-mémoire avec ses tables décrites ou lui donner accès à la calculatrice avant son entrée au secondaire, ça peut être des mesures d'adaptation qui vont être à mettre de l'avant. Dans le fond, quand je disais tantôt diminuer la surcharge, c'est que ce qu'on veut ultimement, c'est que l'enfant développe une certaine forme de logique mathématique qui puisse développer son raisonnement. Puis si il y a moins d'énergie à déployer à opérer ses calculs, ben, pendant ce temps-là, il met son énergie justement sur la logique derrière le problème, puis il a accès à la calculatrice après ça pour faire ses calculs. Fait que, tu sais, je dirais qu'en maths, c'est l'idée de justement choisir ses batailles. Puis ultimement, ce qu'on souhaite, c'est que l'enfant soit le plus autonome possible par rapport à sa capacité à raisonner et à résoudre des problèmes simples. Puis exactement là, avec la calculatrice, parce que c'est sûr que là, en école à la maison, il y en a peut-être qui l'utilisent déjà, mais qu'à l'école, normalement, au primaire, ils ne l'utilisent pas vraiment. Là, ça va être plus au secondaire, justement parce que là, le but est plus de faire des problèmes complexes, puis que c'est des calculs là, qui sont presque impossibles à faire dans la tête, là, des racines carrées, des exposants, tout ça. Mais au primaire, justement, puisque c'est valorisé d'apprendre les tables arithmétiques et tout, souvent la calculatrice n'est pas permise. Là, donc, c'est pour ça qu'on dit que ces jeunes-là pourraient avoir le droit d'utiliser. Dans le fond, présentement, la calculatrice est utilisée dans des contextes de résoudre, dans le fond, dans les grands problèmes mathématiques, parce que l'objectif, c'est de mobiliser les concepts, puis des orchestrer. Mais quand on veut aller évaluer spécifiquement, exemple, l'algorithme qu'on appelle l'addition, la soustraction, la multiplication, c'est là qu'on veut justement, on va aller rechercher en mémoire, mais c'est là que l'aide-mémoire, des fois, c'est un canevas qui est à moitié rempli. Exemple, 2 x 5 qui est écrit, mais la réponse n'est pas là, juste pour aller évoquer. Okay. Le jeune peut compléter sa table de multiplication ou son tableau à double rentrée selon la situation pour l'aider à se souvenir, à se rappeler. Mais quand on l'utilise au quotidien, c'est là que peu importe la situation, on peut le transférer puis se dire « Ah oui, ça m'aide, oui, je m'en rends compte. » Ou ça peut me servir à quel moment, quand, comment. C'est là que ça peut être pratique. Là. D'être constant aussi là, dans les mesures qu'on offre puis dans nos stratégies, surtout avec ces jeunes, avec tous les jeunes en général, mais surtout quand il y a des problématiques, là, d'être constant, d'avoir les mêmes ressources, ça va les aider, ça va les sécuriser aussi à ce que tout se passe bien. C'est sûr que si c'est toujours différent, si on change, s'il n'y a pas vraiment de structure, pas de routine, là, ça peut être plus difficile peut-être de réussir dans des contextes comme ça. Est-ce que Claudette allait parler? Oui, c'est ça. Je voudrais savoir un parent qui veut consulter là, pour X raisons, soit il y a des doutes, soit comment ça se passe, là, les consultations? Est-ce que c'est long, le plan? Est-ce qu'il y a nécessairement un diagnostic qui est donné? Est-ce que comment ça se passe là, dès les premières consultations?
Comment on fonctionne, nous, au Cénam, c'est que dans un premier temps, le parent téléphone, puis il y a une coordonnatrice qui va orienter le client en fonction de son besoin. Donc, selon l'âge, selon la situation qui pose problème, dans le fond, le parent va être orienté vers le bon service professionnel. Si on pense, par exemple, à un enfant de première année qui aurait de la difficulté à apprendre à lire, à ce moment-là, il y aurait de bonnes chances qu'il soit orienté vers un service d'orthopédagogie parce qu'il est peut-être tôt pour évaluer, en fait, si l'enfant, justement, est tout juste au début de sa première année puis déjà là, il y a des défis qui se présentent en lecture. Des fois, les parents arrivent puis ils ont déjà une hypothèse en tête et se questionnent, exemple, plus spécifiquement, est-ce que mon enfant a une dyslexie d'orthographie? À ce moment-là, au Cénam, l'enfant va être orienté dans un premier temps en neuropsychologie. D'abord, on va évaluer le profil intellectuel de l'enfant pour aller se faire une idée globalement de ses forces puis de ses défis au niveau de l'intelligence. C'est super intéressant de documenter les forces de l'enfant au niveau de l'intelligence parce qu'après ça nous donne, nous, des idées par rapport aux recommandations. C'est-à-dire que peu importe qu'il ait ou qu'il n'ait pas un trouble des apprentissages, le fait de connaître les forces de l'enfant, ça va nous aider aussi à déterminer quelles sont nos portes d'entrée pour favoriser les apprentissages ultérieurs. Fait qu'une fois que l'évaluation intellectuelle est faite, si on a des doutes par rapport à la qualité de l'attention de l'enfant, si on pense qu'il pourrait aussi avoir un déficit de l'attention, à ce moment-là, oui, on peut aller évaluer ça en même temps. Puis, dans les cas où on n'a aucune raison de penser qu'il pourrait y avoir un TDAH sous-jacent, à ce moment-là, nous, au Cénam, la façon dont on fonctionne, c'est que pour les troubles de lecture-écriture, on travaille conjointement avec l'orthophoniste qui est là ou la professionnelle qui va aller évaluer plus spécifiquement les processus de lecture et d'écriture. Des fois, il y a déjà une orthopédagogue au dossier, que ce soit une professionnelle en milieu scolaire ou en privé. Puis évidemment, on est toujours très, très soucieux de communiquer de collaborer avec les professionnels qui sont au dossier dans le but de recueillir les informations puis dans le but d'avoir différents points de vue sur la situation. Fait que oui, ultimement, il peut y avoir un diagnostic de trouble d'apprentissage qui soit posé, mais ce n'est pas toujours le cas. Puis, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi que d'avoir un diagnostic de trouble d'apprentissage. Au contraire, autant chez les jeunes que chez les parents, on sent souvent beaucoup, beaucoup de soulagement. Nous, quand on met des mots sur une intuition, quand on met des mots sur une situation qui pose problème depuis plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas. Là. Puis, le diagnostic, évidemment, va permettre aussi d'orienter l'enfant aussi vers davantage de mesures d'adaptation, notamment là, au cégep et à l'université, où est-ce que là, le diagnostic est requis pour qu'on puisse avoir accès aux mesures d'aide. Donc voilà, puis tu sais, à la suite du diagnostic, par exemple, quand il y a un trouble d'apprentissage en lecture-écriture, souvent on redirige le jeune vers les services d'orthopédagogie parce que si on veut qu'il puisse apprendre à utiliser les outils technologiques, bien là, on a besoin du support de nos collègues pour accompagner l'enfant à être autonome à utiliser ces outils. Puis, on se faisait justement poser la question là, par rapport à la collaboration, tant au niveau de la confidentialité, comment ça fonctionne, est-ce qu'il faut l'accord des parents pour que les informations transigent? Et l'inverse aussi, est-ce qu'un enfant qui consulterait plusieurs professionnels, les parents vont toujours devoir répéter l'histoire, l'enfant aussi, est-ce qu'il y a certaines redondances? Là, donc, comment ça fonctionne au Cénam, vous, là, quand il y a de la collaboration entre plusieurs professionnels? Bien, je dirais qu'en fait, on est tous... on a tous l'obligation de respecter les règles qui sont mises en place par nos ordres professionnels respectifs. De secret professionnel et tout. Ouais. Ben, c'est ça, nos ordres professionnels, dans le fond, nous dictent notre conduite par rapport à la confidentialité, justement. Ouais. Fait qu'effectivement, les autorisations sont requises pour que l'information puisse se partager. Donc, d'emblée, au Cénam, on est tous des travailleurs autonomes. Donc, même si on travaille au sein de la même clinique, l'autorisation va être requise, par exemple, pour que moi, je puisse partager de l'information à Edith si elle suit le jeune que je suis en train d'évaluer. Et bien entendu, nous, on encourage beaucoup le partage d'informations. Donc, avec le consentement du parent, l'information va se transmettre. L'information peut même se transmettre au niveau des partenaires en milieu scolaire quand l'enfant est scolarisé là, en classe régulière. Puis l'objectif, c'est justement d'éviter aux parents qui est toujours à recommencer son histoire si pour lui, c'est associé à quelque chose de lourd. En fait, on encourage beaucoup, beaucoup le travail en équipe multidisciplinaire dans ce contexte-là, mais ça va au-delà du Cénam. Ça veut dire les intervenants, par exemple, de la première ligne santé mentale, des centres de réadaptation, des services, par exemple, de pédopsychiatrie ou même d'autres cliniques privées. L'idée, c'est vraiment de travailler en équipe, mais toujours
toujours avec l'accord du parent si c'est son souhait. Et est-ce que le suivi après, j'imagine que ça dépend du diagnostic qui est fait de l'enfant pour la longueur, si on veut, du suivi après, puis de l'intervention? Oui, ça dépend du diagnostic, mais du besoin. Je te laisse compléter, Edith. Hein? Oui, effectivement, c'est selon le besoin parce que dans le fond, il y a certains jeunes qu'on peut accompagner très longtemps, ça, parce que le besoin, une fois qu'on a une cible d'intervention, par exemple, qu'on travaille le décodage, peut-être que le décodage, une fois, va être atteint. On va avoir une évolution, mais là, maintenant, on va travailler davantage la compréhension. On va travailler davantage les inférences dans les textes. On va avoir des cibles qui vont être différentes au fur et à mesure que le jeune va évoluer. Fait qu'on ait un trouble ou pas de trouble, il n'y a pas nécessairement une longueur déterminée. Par contre, quand on rentre dans un processus de rééducation, c'est sûr qu'il faut quand même se donner du temps puis une fréquence. Fait que dans le fond, si exemple, c'est de rencontrer 1, 2, 3 fois par semaine une même professionnelle ou à des 30 minutes, des 1 heure, mais qui a réinvestissement au quotidien auprès des parents avec l'enfant, mais il y a une rigueur, puis il y a de l'entraînement. L'objectif, c'est qu'on veut voir une progression dans le fond. On veut que le jeune s'améliore selon la cible. Fait que c'est vraiment du cas par cas pour le temps, mais on veut qu'il y ait amélioration dans le fond. Puis aussi, dépendamment, est-ce que l'enfant a accès à des professionnels, là, dépendamment de la grosseur de l'école aussi, des fois, il y a plus de professionnels qui sont là tout le temps. Des fois, plus en région, ben c'est périodiquement, le professionnel va être là, c'est peut-être plus difficile d'avoir un suivi. Là, donc, ça peut dépendre aussi si l'enfant va aller au privé, à l'école, est-ce qu'il va faire les deux, les professionnels. Puis, je pense aussi de l'implication du parent là, face à la... Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Là, si on se fait dire votre enfant a besoin de faire telle chose, telle activité ou tel exercice plusieurs fois dans la semaine, ben, si le parent le fait pas avec l'enfant, je pense que ça peut s'étirer longtemps, là, les problèmes. J'imagine que l'implication du parent doit être assez importante là, dans le contexte. Oui, puis quand on remet un rapport d'évaluation aux parents, il y a toujours beaucoup de recommandations qui sont faites pour l'enfant, mais qui sont aussi en train de guider le parent à savoir comment lui il peut se mobiliser pour accompagner son enfant dans les différents défis qui sont présentés. Là. Fait qu'il va avoir des recommandations faites pour favoriser justement l'attention à la concentration, mais aussi pour favoriser le développement dyslexique orthographique, pour pallier aux difficultés de lecture. Fait que oui, il y a des recommandations pour le milieu scolaire, mais il y en a aussi beaucoup pour le parent. Puis à la hauteur de ce qu'il a envie de faire auprès de son jeune, il va pouvoir lui aussi se mobiliser en équipe avec lui pour contribuer à la rééducation. Parlant de parents, là, est-ce que les troubles d'apprentissage, c'est héréditaire ou ça n'a pas du tout de lien là, avec les parents? Oui, l'hypothèse la plus probable actuellement dans les recherches, là, c'est l'hérédité. Donc, nous autres, ça arrive souvent qu'on évalue des enfants, puis qu'à la suite des évaluations qui sont faites, le parent se reconnaît dans le profil qui est décrit. Ça mènera pas toujours vers une référence, parce qu'évidemment, ça dépend, est-ce que le parent est fonctionnel ou pas, là, ça dépend du besoin, encore une fois, mais on entend souvent le parent dire « J'ai l'impression que tu es en train de parler de moi quand j'étais petit ». Je me reconnais dans ce que tu me dis. Moi aussi, j'ai été envoyée en orthopédagogie ou j'ai dû reprendre une année parce que j'avais certains retards. Dans ce temps-là, on n'en diagnostiquait pas de trouble, mais je pense que si je recule dans le passé, probablement que j'avais ça moi aussi. Fait que c'est vraiment des choses qu'on entend régulièrement. Probablement que ça aide à vouloir s'impliquer dans le cas de l'enfant, là, si le parent se reconnaît là-dedans puis sait à quel point ça a été difficile de vivre avec ça. Donc, mais c'est ça, je me demandais, puis on avait beaucoup la question si c'était héréditaire, parce que justement, beaucoup de parents disaient « Ah, ben on dirait des fois, moi aussi, je me reconnais à travers ça. » ou « Ah, ben moi aussi, c'est ça. » Puis est-ce que ça fait en sorte que le parent peut peut-être avoir plus de difficultés à aider l'enfant si lui aussi a peut-être ces petites problématiques-là? Par exemple, en écriture. Okay. Pas nécessairement. Dans le fond, justement, des fois, d'avoir un point de vue extérieur, là, par exemple, un professionnel qui fait équipe là, dans le processus, peut nous aider en tant que parents à dire, OK, ben voici la façon qu'on va expérimenter, la rigueur qu'on va mettre en place. Puis justement, souvent, ben, un parent qui a vécu ces difficultés-là va démontrer beaucoup d'empathie, ou peut-être pas, tout dépendamment, mais quand même, ça peut démontrer une certaine ouverture ou des fois, on se sent moins outillé en tant que parent pour aider parce qu'on se reconnaît trop, il y a trop une charge émotive. Puis d'avoir quelqu'un d'extérieur, justement, pour accompagner, bien, ça peut juste
aider au processus, là. Fait que ça dépend, c'est vraiment du cas par cas, mais on fait équipe, là. Des fois, des fois, j'accompagne davantage le parent au départ, puis après, on fait de la rééducation. Fait que dans le fond, c'est vraiment du rôle conseil, là, donc on peut offrir aussi là, en termes de suivi. Ça dépend toujours du besoin. Mais le parent, il fait partie du processus. Ouais. Et est-ce que c'est très coûteux? Tu sais, si on a un enfant avec certaines difficultés, ça représente quoi là, comme investissement pour un parent d'essayer là, de plus possible d'aider son enfant? Avez-vous des idées sans aller dans le détail, là, mais tu sais, globalement, tu sais, est-ce que c'est accessible À tout plus le monde. accessible que les gens pensent ou parce que bon, il y a le public, puis là, vous êtes privé, c'est Oui, sûr oui. que le public, mais là, il y a des listes d'attente. Une liste d'attente, oui. Donc, est-ce que c'est quand même accessible là, de votre côté, là? Mais en fait, en termes de suivi, on fonctionne à taux horaire. Donc, les taux horaires de nos différents professionnels vont varier entre 80 et 100 dollars. En même temps, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand le parent bénéficie d'un programme d'assurance au travail, ben, les assurances vont couvrir là, entre 50 et 80 des coûts selon le cas. Puis en évaluation, mais ça varie en fonction du motif de consultation. Fait qu'on ne va pas nécessairement toujours aller vers une évaluation globale quand ce n'est pas requis, parce que l'évaluation globale, ben non seulement est plus chère, mais surtout plus coûteuse en termes de temps et d'énergie pour l'enfant. Donc, dans un premier temps, nous autres, on va toujours entendre c'est quoi le besoin du parent et où la situation qui pose problème chez le jeune, puis on va ajuster notre forfait d'évaluation en fonction des hypothèses qu'on va aller vérifier. Fait que c'est très, très, très variable. On garde en tête que le taux horaire va varier autour de 100 de l'heure, puis qu'à ce moment-là, ben, selon les sphères qui vont être évaluées, ça peut être une dizaine d'heures de travail, comme ça peut être davantage si on souhaite aller faire évaluer plusieurs hypothèses. Puis je C'est quand même un beau, j'aurais dire un beau cadeau là, à faire à ces de les sortir de certaines difficultés, là, puis d'être accompagné à ça. Là. Je pense que ce genre de tarif-là, il ne faut pas voir ça comme nécessairement une dépense. C'est un investissement un que investissement. les parents font dans leur jeune. Ouais. Oui, puis pour les parents qui n'ont pas d'assurance, ben, on peut aussi mettre ces dépenses-là sur le rapport d'impôt, puis il y a certaines déductions qui peuvent être allées chercher là. Puis, je dirais que déjà de faire l'évaluation, les parents vont pouvoir voir ensuite qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. Est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut avoir à l'école? Est-ce que ça se peut que finalement, il n'y ait pas de diagnostic? Ça va être... donc, déjà, au moins savoir à quoi s'attendre, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec notre enfant. Là, ça peut être bien de consulter. Puis les parents, moi, en tout cas, de les échos que j'en ai, c'est souvent qu'ils se sentent seuls là-dedans, qu'ils se sentent dépourvus, qu'ils auraient donc besoin d'outils, qu'ils savent... J'entends toujours le... Ah, je ne sais plus quoi faire pour que ça aille bien en lecture. On dirait que j'ai tout essayé. Ben, c'est justement en allant consulter des fois là, des petits trucs que tout d'un coup, certaines choses se mettent à mieux aller là, parce que c'est des professionnels. Puis les parents, mais c'est normal, c'est pas leur travail de faire ça. Ils font de leur mieux, mais des fois, c'est ça, on a besoin de petits outils de plus, surtout dans des cas particuliers. Oui, puis le fait d'avoir un diagnostic peut vraiment avoir un effet de soulager des jeunes par rapport aux sentiments qu'ils entretiennent par rapport à l'impression qu'ils ont de ne pas être compétents. Tu sais, on a souvent, nous, des beaux témoignages dans notre bureau de jeunes qui vont se le dire soulagés puis qui vont dire des choses comme « Mais mon Dieu, je pensais que je n'étais pas intelligent. » Hein? Ou « Oh mon Dieu, c'est ça, je pensais que j'étais con. » Dans leurs mots à eux, c'est parfois ça qu'ils vont utiliser pour illustrer, tu sais, le niveau de détresse, puis pour illustrer, en fait, les défis. Oui, sur l'estime d'eux-mêmes, là, les impacts que ça a, ça peut être dévastateur d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Parce qu'il y a quelque chose de très, très injuste dans la question du trouble d'apprentissage. C'est que souvent, c'est des jeunes qui doivent déployer 2, 3, 4 fois plus d'efforts que les autres pour réussir, puis malgré tout, ils n'y arrivent pas toujours. Fait qu'ils finissent par se démotiver puis se démobiliser. Puis là, ben, ils se font reprendre, des fois, par leurs parents, par le milieu scolaire, qui n'est pas nécessairement au courant qu'il y a un trouble en dessous de ça. Fait que ces enfants-là se retrouvent comme pris dans leur sentiment d'être incompétents. Puis, des fois, le fait d'avoir un diagnostic, puis de se faire dire « tu es aussi intelligent que la moyenne des jeunes de ton âge, mais ton cerveau te joue des tours, puis la petite partie de ton cerveau qui s'occupe de développer la lecture puis l'écriture, elle se développe avec certaines particularités, puis c'est pour ça que c'est difficile pour toi. Mais maintenant, il y a des mesures qui vont t'aider puis qui vont te permettre de vivre des réussites. » Souvent, nous autres, de voir la réaction de ces jeunes-là qui sont soulagés, à qui on enlève un gros poids sur leurs épaules, ben, c'est ça notre paye dans le fond.
c'est de voir qu'on a fait la différence dans la vie de certains jeunes. Là. Puis Edith va le vivre aussi autrement, mais va le vivre au quotidien quand l'enfant, justement, va réaliser qu'il est capable de faire des choses qu'il ne se pensait pas capable de. Exactement. Puis, bon, là, c'est sûr, OK, diagnostic, l'enfant est soulagé. Est-ce que ça arrive quand même souvent qu'il y a un enfant qui a beaucoup de difficultés, que ça ne fonctionne pas, qui met beaucoup d'efforts, mais qui ne réussit pas, là, soit à avoir la note de passage ou à avoir des résultats à la hauteur de ses attentes, mais finalement n'a aucun diagnostic? Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver, mais diagnostic ou pas, c'est bien rare qu'on ne trouve pas de réponse à ce qui se passe. Des fois, la réponse n'est pas toujours dans un diagnostic. Des fois, la réponse n'est pas dans le diagnostic qu'on a anticipé, mais on a beaucoup une approche par besoin puis dans le profil d'un jeune, si on découvre certains défis qui expliquent certaines situations, bien, même si on n'est pas capable de coller ça sur un diagnostic, il va en découler un besoin, puis du besoin va découler aussi souvent certaines mesures d'adaptation quand même. Fait qu'on apporte toujours une compréhension d'un profil. Puis, tu sais, la réponse, des fois, n'est pas toujours dans un trouble d'apprentissage qui est plus neurologique. Des fois, ça va être dans des facteurs affectifs, tu sais. C'est moins fréquent, mais évidemment, là, des fois, ça peut être l'anxiété, finalement, qui cause des problématiques qui ressemblent à des troubles d'apprentissage. Fait que ça peut être d'autres conditions, mais l'idée, c'est qu'on va toujours apporter une compréhension d'un profil qui va toujours amener une conduite beaucoup plus claire. Fait à notre sens, à nous, il y a toujours une plus-value parce qu'on comprend mieux à qui on a affaire, puis on est en mesure d'identifier les besoins de l'enfant puis d'y répondre. Oui, puis c'est ça aussi, là, justement, anxiété, un enfant qui vivrait de l'intimidation à l'école, que c'est difficile, qui n'aime pas ça, qui a de la pression, mais il faut voir aussi autre chose. Fait que c'est bon de le mentionner, là, que des difficultés à l'école, c'est pas toujours une difficulté d'apprentissage ou des difficultés scolaires. Des fois, c'est causé par d'autres choses auxquelles on ne pense pas. Là. Parlez à votre enfant, puis vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe à l'école, comment ça va, est-ce qu'il se sent bien. Puis d'avoir des réponses, des fois, qui viennent justement pas là, du côté scolaire, mais de plein d'autres choses, là, soit affectifs ou des événements ponctuels. Là. Si on parlait la semaine dernière de deuil et tout, bien, c'est sûr que l'enfant n'aura peut-être pas des bons résultats scolaires le lendemain d'une annonce d'un deuil. Là. Fait que d'être à l'affût de ça aussi tant les parents que les enseignants, puis de comprendre que ben, ça peut affecter les résultats. Est-ce que, Claudia, tu avais d'autres questions? Ben, moi, je me pose un peu, tu sais, en tant que parent, là, tu sais, quand c'est ça, moi, c'est la phase, tu sais, là, je comprends en consulte puis tout ça, mais après ça, là, tu sais, le parent, comment, tu sais, il doit se sentir seul. Là. J'espère que le rapport qui a été mis, l'accompagnement avec le parent, j'espère que c'est les parents, il faut vraiment qu'ils aillent s'outiller là, face aux professionnels, puis qu'ils n'aient pas peur de dire, ben moi, dans le rapport, ça, je ne le comprends pas, ou je ne sais pas comment le mettre en place là, avec l'enfant. Tu sais, je pense que quand un parent consulte avec un enfant, c'est vraiment important je me répète, là, mais qu'il se sente impliqué, puis qu'il soit vraiment conscient que la problématique, c'est aussi sa problématique là, en un sens. Là. Tu sais, quand on a un enfant en difficulté, on ne peut pas le laisser juste comme ça avec sa difficulté. Là. Ils ne sont pas outillés, les enfants, surtout au niveau primaire, là, quand ils sont très jeunes, ils ne sont pas outillés pour se prendre en main, si on veut, puis régler leurs petits problèmes ou leurs gros problèmes. Là, tu sais. Donc, le parent, c'est important qu'il vienne impliqué, puis aussi qu'il ait posé des questions, puis le professionnel, tu sais, qui accompagne autant le parent que l'enfant là-dedans. Ça arrive souvent que les parents nous rappellent ou nous envoient un courriel à la suite de la lecture du rapport, puis qu'ils nous posent des questions, puis on revient avec eux sur certains aspects. Tu sais, ça peut arriver des fois 6 mois plus tard, 1 an plus tard, là, il y a une autre situation qui pose problème, les parents se posent une nouvelle question, puis on devient comme un peu un pilier, on devient une référence. Puis moi, tu sais, ça me mobilise souvent beaucoup de temps, puis j'aime beaucoup faire ça, ça fait partie du service qu'on offre, puis ça fait partie aussi de l'approche personnalisée de la clinique, que d'être professionnelle mais humaine aussi, puis d'entendre le besoin du parent qui peut aller au-delà de la démarche d'évaluation. Nous, on est toujours très soucieux d'offrir ce suivi-là. Maintenant, bien évidemment, on encourage le parent à oser le faire.
Puis ça revient un petit peu à ce que tu disais, Claudia, il faut que le parent se mobilise puis qu'il le fasse. Fait qu'il il est responsable de lire le rapport, il est responsable de s'assurer qu'il en comprend le contenu puis la portée, puis il est aussi responsable de poser ses questions au besoin. Fait que nous, on l'encourage, puis maintenant, ben, quand le parent y ose, ben, on est toujours super ouvert. C'est normal de ne pas tout comprendre aussi. Il ne faut pas que le parent se sente inférieur. C'est des mots compliqués qu'on ne voit pas à tous les jours, des fois, des explications. Je pense que des fois, dans certains rapports, il y a un indicateur là, par rapport au groupe d'âge et tout. Ben, ça peut être difficile à interpréter pour certains parents, peut-être. Là, fait qu'oser, poser vos questions. Puis, c'est des professionnels qui sont là pour ça, justement. Moi, des fois, il y a des parents qui m'arrivent avec un rapport et qui me posent des questions, mais allez à la source du rapport, posez votre question. Là, vous les avez, les professionnels, là, donc de ne pas avoir peur vraiment de poser vos questions. Je pense que c'est important aussi de s'impliquer au niveau, pas nécessairement du diagnostic, mais qu'est-ce qu'on fait avec le diagnostic? Parce que c'est pas parce qu'on se fait dire par un professionnel, ben utilise, là je vais reconnaître l'histoire, mais tu sais, utilise le clavier uniquement. Or, on pense utiliser le clavier. Dans le fond, c'est arrivé à mon fils, il n'y a pas de diagnostic, mais l'école voulait commencer à placer peut-être un clavier dans les mains de mon fils, puis j'ai refusé parce que je savais que c'était pas au fond de moi, là, en tant que maman, je savais que c'était pas c'était vraiment quand je me suis mis à parler avec la professionnelle, je me suis rendu compte de l'erreur que moi, j'avais faite quand il était petit. C'était de ne pas l'avoir fait manipuler beaucoup avec ses mains. Je ne faisais pas assez de bricolage, de pâte à modeler, de tenir de faire des dessins et tout ça. Fait qu'il avait comme pas musclé ses mains correctement. Là. Fait que dans le fond, on a juste retravaillé ça. Il a musclé ses mains, puis là, il écrit parfaitement au crayon. Là, il n'y a plus de problème. Mais tu sais, c'est d'aller se faire confiance aussi en tant que parent, puis de dire, bien ça, cette mesure-là, je la comprends. Peut-être qu'on peut l'essayer, l'adapter, peut-être qu'on peut insister sur certaines choses, mais je comprends aussi de l'autre côté que toute l'histoire, tantôt, vous avez parlé de la charge mentale, que c'est important là, de dégager les enfants de ça pour être capable d'arriver à d'autres objectifs. Là, tu sais, c'est super intéressant là, de comprendre ça. C'est un point de vue que je n'avais pas eu l'occasion d'entendre parler et de voir là, à quel point c'est vrai que c'est important, là, ça aussi. Même des fois, en tant qu'adulte, la charge mentale est un peu trop là, donc avec les enfants aussi. Là, donc, c'est très, très, très intéressant, là, la discussion. Ouais, puis comme tu as dit, tu l'as refait, là, la manipulation, la dextérité. S'il n'y avait pas beaucoup écrit, ben, on est revenu en arrière. Puis je m'en souviens, tu me disais, là, il retrace ses lettres pointillées avec des trottoirs, puis tout ça, même s'il était un peu plus vieux. Puis là, il écrit super bien aujourd'hui, justement. C'est ça. Puis, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de refaire un pas en arrière. Mais il ne faut pas avoir peur de refaire un pas en arrière. Mais quand on fait un pas en arrière, je pense que c'est important de le faire avec. Tu sais, tantôt, quand on parlait de la lecture, c'est sûr qu'il trouvait ça un peu bébé, l'histoire. Puis au début, ça ne tentait pas trop, mais je ne l'ai pas laissé comme ça avec son livre. Tu sais, j'ai lu les histoires avec, puis j'essayais de trouver quelque chose d'intéressant dans chacune des petites histoires pour l'encourager à lire la suivante. Puis, tu sais, c'est ça, je disais, tu sais, mettons, on va lire de telle heure à telle heure, puis après ça, on va faire une activité qui était plus intéressante pour lui, là. Ça fait que, tu sais, je pense que c'est d'aller vraiment accompagner, puis les parents, il faut qu'ils s'impliquent, là, avec les enfants. C'est la clé est là, ça fait des mois que je le dis. La clé est dans, oui, les professionnels, les professeurs, les enseignants, ça, c'est parfait, le système scolaire, il n'y a pas de... Mais c'est primordial là, que les parents reprennent le rôle qu'ils ont au sein de la famille, au sein de leur enfant, au sein des apprentissages, au sein des valeurs familiales, tout ça, c'est primordial. Puis de valoriser ça aussi va faire en sorte que l'enfant va plus aimer ça, que ce soit lecture, écriture ou l'école en général. Là, on en parle souvent, mais c'est sûr que de dire ah, pas encore des devoirs, on n'a pas le temps de faire ça, ben comment on veut que l'enfant ait le goût de faire ses devoirs après. Là. Donc, une attitude positive. Puis, oui, être un bon leader familial, je pense que c'est la clé. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter, une information importante, quelque chose qu'on n'a pas couvert avant qu'on termine? Moi, ça va de mon côté. Oui.
Bien, merci beaucoup d'être venu à notre épisode. Là, on a vraiment répondu à toutes les questions qu'on avait reçues et même plus. Là, donc, je pense que ça va vraiment aider les parents. Je vous rappelle que si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Ça va être disponible sur YouTube et sur Facebook. Puis, on pourra transmettre là, les questions, soit à Isabelle ou à Edith, là, selon le type de questions. Si vous voulez les revoir, écrivez-nous-le aussi, là, qu'on puisse planifier un autre épisode. C'est sûr qu'on aurait encore des choses à dire là, pour plusieurs minutes encore. N'hésitez pas à consulter, là, sont dans la région de Trois-Rivières, mais il en existe partout, là, des professionnels au Québec, mais si vous êtes dans la région de la Mauricie, là, je vous invite Qu'est-ce que vous couvrez exactement comme territoire? Je dirais qu'actuellement, on couvre principalement entre Québec et Montréal. OK. On a beaucoup de demandes en provenance de Drummondville, Victoriaville, La Tuque. En fait, avec la pratique hybride, il y a certaines rencontres des fois qui se font en télépratique là, depuis la pandémie. On pense que c'est une habitude qui va rester. Mais évidemment, là, dans le contexte d'une évaluation, il y a toujours un bout qui doit se faire en présentiel parce que le client doit manipuler du matériel, mais on est très ouvert à la pratique hybride pour accommoder les clients qui pourraient venir d'un peu plus loin. Ah, parfait. Bien, c'est bon à savoir. Je ne pensais pas que ça allait Moi non aussi plus, loin. je Donc, pensais pas. nos auditeurs vont pouvoir... ça va remplir une bonne partie. Donc, merci beaucoup. Puis, pour les autres, on se revoit la semaine prochaine avec une optométriste. Là, on va parler, entre autres, des écrans, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les lunettes et tout, quand est-ce qu'on fait vérifier les yeux. Donc, épisode à ne pas manquer. Bonne semaine à tous. Au revoir.